Point de vue, chapitre 18. Lundi soir, à table, Louis posa une question effrayante à son père. « Papa, elle habite encore chez elle, Sibylle ?»« Pourquoi tu me demandes ça ?» répondit Tristan, atterré par une telle interrogation. « Parce que je l'ai vue devant mon école. » Tristan pâlit. Son cœur se mit à tambouriner. Il ressentait la peur s'emparer de ses membres et tordre ses entrailles. « Tu as vu Sibylle ? Mais tu es sûr ? C'est impossible. Elle habite loin et elle ne peut pas savoir où tu vas à l'école. Tu as dû confondre. C'était quel jour ? Balbutia-t-il. Le jour avant le pique-nique, je crois. Et encore aujourd'hui. Elle lui ressemblait. Tristan se raisonna. C'était impossible. Il reprit possession de son corps et regarda son petit garçon. Louis racontait rarement des bêtises, mais là, sa confusion laissait entendre qu'il était toujours hanté par Sibylle. C'était troublant. « Mais pourquoi tu me le dis seulement aujourd'hui ? Elle était comment, cette dame ?» s'enquit-il tout de même. « Elle avait mis un bonnet et un manteau. »« Mais tu l'as reconnue à cause de son bonnet et de son manteau ? » ?»« Non, mais j'ai reconnu sa tête. »« Et elle était où ? » ?»« Dans la rue. Elle était debout. »« Mais sa tête, tu l'as vue de près ou de loin ? » ?»« Mais de loin, elle avait mis ses lunettes. » »« Sibylle ne porte pas de lunettes. »« Si, elle avait mis des lunettes de soleil. » Tristan souffla un peu. Louis s'était imaginé voir Sibylle. Il n'avait pas pu la reconnaître de loin et avec des lunettes noires. Par contre, il semblait toujours tourmenté par ses souvenirs. Il l'emmènerait consulter. Sibylle avait scruté la cour de l'école ce mardi encore. Elle s'était plantée dans la petite rue un bon moment, puis elle était remontée dans sa voiture. Elle ne souhaitait pas revivre l'expérience de vendredi. Elle voyait un peu moins bien, mais suffisamment pour se dire que Louis était encore croquignolet. Ses cheveux bruns et bouclés avaient poussé. Elle avait envie de le prendre dans ses bras. Il lui manquait tellement. Elle ne s'était pas encore résolue à se présenter à Tristan. Elle n'arrivait toujours pas à réciter quelque chose de consistant pour prouver sa bonne foi. En attendant, passer du temps à observer Louis dans la cour de l'école lui était agréable. À raison de 4 récréations par jour, en comptant celle du périscolaire, elle avait de quoi patienter un peu. Un peu que Tristan soit enfin prêt à la ramener à la maison. Ce mardi soir, Louis épouvanta son père en réitérant son impression. « Papa, je crois quand même que c'est Sibylle qui vient me voir à côté de la cour. »« Quoi ? Mais tu l'as revue ?» explosa Tristan. « Mais oui, elle regardait la cour. Moi, je suis presque sûre que c'est elle maintenant. »« Je crois que tu te trompes, mon garçon. Sibylle ne peut pas... »« Mais pourquoi tu ne veux pas me croire ?» pleurnicha le garçonnet en quittant la table. Tristan le suivit pour le rassurer et lui expliquer qu'il serait bien surprenant que Sibylle puisse venir lui rendre visite à l'école parce qu'elle n'en avait pas le droit.
Ce mercredi matin, Tristan ressassait sa conversation avec Louis. Soit son fils avait réellement vu Sibylle et il fallait intervenir au plus vite auprès d'Armand, voire auprès de la gendarmerie, soit il se trompait et c'était obsessionnel de sa part de croire apercevoir Sibylle. Une visite chez le psychologue s'imposait réellement. Préoccupé, il téléphona à Armand. Il l'appela à plusieurs reprises dans la journée sans jamais avoir de retour. La messagerie était saturée. Il prit rendez-vous pour rencontrer l'enseignante de Louis le lendemain. Bien heureusement, elle n'avait rien remarqué d'anormal chez Louis. Il était égal à lui-même, il participait, ce qu'il faisait était excellent. Après leur bref entretien, ils ressortirent ensemble de l'établissement en parlant de toute autre chose. Puis, avant de se séparer, l'institutrice le rassura encore. La première question que Tristan posa à Louis lorsqu'ils se retrouvèrent dans la voiture fut de savoir s'il avait vu Sibylle dans la journée. La réponse fut négative. Sibylle avait été harcelée par les appels de son père, et lassée, elle avait fini par lui répondre. « Tu vas arrêter de m'appeler, papa, c'est insupportable !» cria-t-elle. « Où es-tu, Sibylle ?» demanda Armand complètement paniqué. « Mais je circule entre l'île de Ré et l'île d'Oléron. Je croyais t'avoir dit que j'allais vers La Rochelle. »« À quel hôtel loges-tu » insista-t-il. « Mais c'est un interrogatoire » répondit-elle froidement. « Où loges-tu » se fâcha Armand. « Je suis itinérante, papa. Je loge chez l'habitant. Hier, par exemple, j'ai dîné et dormi chez 2 vieilles personnes bien aimables. Il m'arrive de passer 2 ou 3 nuits au même endroit, pas plus. Ce soir, je ne sais pas où je vais atterrir. En cette basse saison, on trouve tout de suite le gîte et le couvert. Et puis tu me fatigues avec tes questions, lui asséna-t-elle vertement. Je reste perplexe, ma fille. Aujourd'hui, j'ai reçu un nombre considérable d'appels de Tristan. Je sais qu'il cherche à me joindre pour une bonne raison. Et cette raison de vouloir me joindre avec tant d'insistance, je crains, hélas, de la connaître. Je me suis dit que tu rôdais peut-être dans son secteur. La dernière fois qu'il m'a téléphoné, c'était parce que tu importunais ses parents. Alors, tu as intérêt à déguerpir vite fait si tu te promènes devant chez lui. Hurla Armand. Mais papa, tu crois vraiment que je me promène devant chez lui ? Je ne sais même pas où il vit. Tu lui as répondu ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Tu me fais très peur, Sibylle. Tu veux savoir ce qu'il m'a dit ? Mais je n'ai pas répondu à ses appels, ma pauvre. Je redoute tellement ce qu'il va me dire, hurla-t-il à nouveau. Bon, tu vas te calmer, s'il te plaît. Je suis partie pour me reposer des crises perpétuelles de mes collègues, et je ne souhaite pas être agressée à distance par tes idées saugrenues, dit-elle d'un ton véhément, et elle lui raccrocha au nez. Armand se sentit fondre. Il ne croyait pas une once de ce qu'elle lui avait avancé. Il était certain que les appels de Tristan annonçaient de terribles événements et il refusait tout bonnement de les affronter. En fin de journée, stationnée beaucoup plus loin, Sibylle avait assisté à la sortie de Louis et Tristan en présence de la maîtresse. Elle stressa un peu. Son père avait vu juste. Le petit garçon l'avait sûrement repéré et Tristan avait contacté l'école et appelé son père.
Vendredi, Tristan prit son après-midi pour conduire Louis chez le psychologue. Le bilan s'avérait rassurant. Louis allait parfaitement bien. Il croyait avoir vu Sibylle, mais il ne pouvait affirmer avec certitude que c'était elle. Il n'avait jamais pensé à elle, sauf en voyant cette personne à proximité de l'école. Il n'avait pas peur d'elle et ne ruminait pas sur le fait de l'avoir aperçue ou pas. Tout allait bien. Tristan, quelque peu apaisé, appela encore une fois Armand, qui ne donna toujours pas signe de vie. En ce même vendredi, Sibylle avait été surprise par l'arrivée de Tristan à midi. Il se passait quelque chose d'inquiétant. Elle avait peur de ce qu'il pourrait arriver si on la surprenait devant l'école. Mais là, elle était curieuse de comprendre. Elle les suivit. Elle les fila jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent sur un parking. Elle commençait à craquer. C'était un exercice difficile et éprouvant de jouer au détective. Ils pénétrèrent dans un petit immeuble où plusieurs plaques de professionnels de santé étaient apposées. Elle soupira, complètement désespérée. Si Tristan était inquiet pour Louis, ce n'était pas le moment qu'elle montre le bout de son nez. Elle allait devoir attendre encore un peu. C'était long, trop long. Elle ne pouvait pas les suivre indéfiniment sans savoir ce qu'il se passait vraiment. Elle doutait de son plan. Elle se mit à pleurer à chaudes larmes. Elle se rendait compte qu'elle n'avait aucun pouvoir sur Tristan et Louis. Il fallait vraiment qu'elle se repose. Le lendemain, Sibylle ne reprit pas sa filature et resta couchée. Elle était épuisée. Le soir, Armand l'appela. Elle fut étonnée d'entendre que sa voix avait changé. Il avait l'air content. « Je suis désolé, Sibylle. Je me suis emporté l'autre jour. Je sais, tu as cru, mais ce devait être autre chose. Je n'ai pas eu d'appel aujourd'hui. Tu t'es inquiété pour moi, mais je comprends ton anxiété. Tu vas bien? Tu sembles fatigué. Je le suis, papa. Puis ton excitation et tes accusations m'ont blessée, mentit-elle. Je suis navrée, je suis si angoissée par tout ce qui pourrait te faire perdre la raison. Sibylle ne releva pas les propos de son père. Il croyait fermement qu'elle était folle. Elle ramena la conversation sur ses vacances. « Je vais probablement remonter vers le mont Saint-Michel, » lui annonça-t-elle. « C'est très bien, ma fille. Profite un peu de ton temps. Fais attention à toi surtout. Je t'embrasse. » Armand n'était pas tranquille. Sibylle n'avait pas l'air dans son assiette. Ce changement d'horizon imprévu pour passer ses vacances lui paraissait être un signe d'instabilité. Il prit sur lui pour ne pas l'importuner plus longtemps. Sibylle venait de prendre sa décision. Elle allait vraiment quitter la Mayenne et remonter vers le mont Saint-Michel. Elle était furieuse. Tristan et Louis ne la méritaient pas. Elle perdait son temps à les aimer. S'ils ne voulaient pas d'elle, qu'ils restent dans leur vie minable au milieu de cette campagne déserte. Les jours qui suivirent finirent par rassurer complètement Tristan. Louis n'avait plus jamais revu Sibylle et il admit volontiers s'être trompé. Ils poursuivirent paisiblement leur vie entre école, EHPAD, sorties, jeux et autres activités quotidiennes. Sibylle avait visité 3 fois le site exceptionnel du Mont Saint-Michel.
Elle s'était installée dans un bel hôtel à quelques kilomètres, en bord de mer. Elle prenait des photos qu'elle envoyait régulièrement à son père pour qu'il reprenne confiance en elle. Après une semaine passée à découvrir les lieux, elle pensait qu'elle en avait fait le tour et qu'il était temps de s'en retourner. Mais l'idée même de revenir chez elle lui souleva le cœur. Elle appréhendait de revoir son père, toujours tourmenté à son sujet. Elle n'avait pas l'intention de postuler dans une autre agence immobilière pour être confrontée à des collègues qui lui seraient encore hostiles, et elle n'était pas prête à monter sa propre agence. Alors, qu'allait-elle devenir? Elle se demandait si un changement radical dans son existence ne lui ferait pas du bien. Elle orienta ses pensées vers La Rochelle. Peut-être, si cette ville lui était venue naturellement à l'esprit, pourquoi ne pas tenter sa chance là-bas? Elle repartirait de zéro. Elle pourrait se faire embaucher facilement dans n'importe quelle boutique. Il y en avait tellement qu'elle n'aurait que l'embarras du choix. Elle imagina une parfumerie où elle serait l'unique vendeuse. Ou alors un magasin de luxe, des bijoux, des vêtements. Elle rencontrerait un homme, beau, intelligent, disponible, qui l'aimerait plus que tout. Quelle merveilleuse perspective! Une nouvelle Sibylle naîtrait et verrait le monde en rose avec des yeux neufs, prendrait la vie à bras-le-corps et deviendrait la femme la plus heureuse de cette planète. Mais quelque chose l'empêcha de poursuivre son rêve. Son projet était attaqué par une petite voix qui lui suggérait autre chose. Elle disait que jamais aucun homme ne remplacerait Tristan. Elle l'avait trop ancré dans son cœur, dans son corps, dans son âme. C'était lui qu'elle avait dans la peau. Au fur et à mesure, elle incorporait cette vérité évidente et elle devenait une sensation profonde. Pourquoi abdiquer? Pourquoi ne pas reconquérir Tristan et lui proposer de la suivre à La Rochelle? Voilà, elle le tenait, son argument choc. Elle se pomponnerait, elle sonnerait à sa porte et elle lui déballerait son projet de vie dans une ville portuaire et touristique. Louis s'épanouirait dans ce nouveau souffle dynamique et familial. Ce jeudi soir, Cécile et Tristan organisaient le week-end au téléphone. « Mais je prendrai Louis avec Hugo et Angèle dès demain soir après l'école. Ça lui évitera de passer par la garderie, » proposa Cécile. « Oh il sera ravi, mais tu vas encore être débordée. Je peux le conduire samedi matin, tu sais. »« Mais non, Solène amènera Violaine vers 19h. Viens prendre l'apéro avec nous demain soir. » C'est d'accord, comme ça j'apporterai les affaires de Louis. Il ne traînera pas son sac à l'école. Parfait. C'est à quelle heure samedi le spectacle de danse? 15h30. Mais tu n'es pas obligé d'y assister. Ce sont les gamines du cours de danse, rien d'autre. Mais je viendrai. Louis sera content. Viens dîner avec nous après, dans ce cas. Non, je m'attelle au rangement du garage. J'ai commandé des étagères. J'attaquerai dès le vendredi soir si j'ai toujours la forme après l'apéro. Si je travaille jusqu'à 14h et que je m'y remets jusqu'à... Bon, d'accord, alors tu resteras dimanche, insista Cécile. C'est d'accord, j'apporterai le vin alors. Tristan était enchanté par son amitié sincère avec Cécile, et il espérait qu'elle n'attende pas autre chose de lui. C'était une femme extraordinaire, mais Kira, le médecin des vallées, l'attirait bien plus.
Elle était mystérieuse et douce à souhait. Elle s'exprimait toujours posément et son calme l'attendrissait. Il aurait souhaité la connaître, la découvrir autrement que dans sa fonction. Mais il se contentait de ce qu'elle lui procurait à l'EHPAD. Une joie de la retrouver chaque jour, d'être proche d'elle, de l'entente professionnelle entre eux. Vendredi, Sibylle était revenue à son poste d'observation. Elle avait retrouvé Louis avec un immense bonheur. Comment avait-elle pu douter de pouvoir vivre sans lui, sans Tristan? À La Rochelle, ils se feraient de nouveaux amis. Le soir, elle pourrait l'emmener goûter à la plage ou sur le port. Ils auraient emménagé dans une petite maison blanche et, après avoir pris le bon air du large, ils rentreraient. Elle ne travaillerait que le matin. Ainsi, elle aurait du temps pour s'occuper de ses chéris. Soudain, elle se redressa, rompant avec ses chimères, pour assister avec horreur à une scène inimaginable. Une grande perche faisait monter Louis avec un gamin et une gamine dans sa voiture. Cet imprévu lui donna un coup de fouet et elle démarra pour suivre cet inconnu qui lui avait ravi son petit Louis. Quand le break de Cécile tourna pour rentrer chez elle, Sibylle fut tenue de continuer à rouler sur la petite route et de faire demi-tour plus loin. Elle se gara après avoir dépassé le corps de ferme et dut se casser la nuque pour apercevoir ce qu'il se passait derrière, dans la cour. Puis, pour plus de discrétion, elle ajusta les rétroviseurs. Elle ne savait pas quoi penser de cette femme. Qui était-elle? Encore une voisine, comme cette Lila? Ou une petite amie? La tension montait en elle. Elle ne contrôlait rien, ça devenait harassant. Beaucoup plus tard, une voiture s'arrêta et une femme, accompagnée d'une petite fille, entra dans la cour. Quelques minutes après, c'est la voiture de Tristan qui se gara. Il descendit, muni d'un gros sac. Sibylle avait la tête qui tournait. Peut-être à force de se tordre le cou pour mieux surveiller l'entrée de la maison, mais aussi parce que toutes ces femmes qui côtoyaient Louis et Tristan la perturbaient. C'était quoi ces rendez-vous? Louis avait l'air à l'aise quand il était sorti de l'école. Ces deux femmes avec enfants avaient-elles l'intention de mettre le grappin sur Tristan et Louis? Elle avait la nausée. Elle avait roulé pendant des kilomètres pour leur offrir une vie de rêve et pendant ce temps-là, il batifolait avec d'autres femmes. Ça ne se passerait pas comme ça. Il était hors de question qu'on touche à son futur époux et à son beau-fils. Personne ne devrait entraver son avenir. Elle eut du mal à conserver son calme. Elle ouvrit les fenêtres en grand pour respirer. Tout à coup, plus d'une heure après leur arrivée, Tristan et la femme regagnèrent leur véhicule et partirent. Il faisait nuit et Sibylle supposa que Louis allait passer la nuit chez les gens qui étaient venus le chercher à l'école. Une lueur d'espoir se ralluma dans son cœur parce que son cher et tendre n'était pas resté. Il n'était sans doute pas amant, mais l'autre, celle qui était ressortie avec lui. Elle se rendit chez Tristan et elle constata qu'il n'y avait que son véhicule garé devant la maison, ce qui mit un point final à son grand stress. Samedi matin, Sibylle stationna son véhicule beaucoup plus loin de la propriété de Cécile et se rapprocha à pied en essayant de se cacher derrière des branchages.
Elle longea le petit chemin empierré qui menait au parking. Elle lut l'enseigne qui indiquait qu'il s'agissait d'une clinique vétérinaire. Elle resta à distance. Une voiture vint se garer, puis une deuxième. Le cabinet allait certainement ouvrir. Les gens s'avancèrent avec leurs chiens et entrèrent. Elle retourna dans sa voiture, car on pourrait l'apercevoir depuis cette petite sente. Elle écouta la radio, elle lut, elle picora. Elle recommençait à se laisser piéger dans cette attente interminable, alors qu'elle aurait dû appliquer son plan, sonner chez Tristan et lui demander de l'écouter. Cette maudite femme et ses gosses avaient tout chamboulé. Puis, elle entendit des voix d'enfants. Elles venaient de la cour. En effet, Louis et son copain jouaient avec deux chiens. Ils avaient l'air de bien se connaître. Deux petites filles traversèrent la cour en tenue de danse pour se rendre dans la grange, et elles s'exerçaient à une chorégraphie douteuse. Elle se demanda si cette récréation allait durer longtemps. Pourquoi ne pas aller voir Tristan? C'était l'occasion de discuter sans que le petit les écoute. Mais la maudite femme appela les enfants en leur criant que c'était l'heure. Ils montèrent en voiture. Elle attendit de voir dans quel sens ils partaient pour démarrer. Ils roulèrent jusqu'au village voisin. La grosse voiture se gara sans hésitation devant la salle polyvalente. Sibylle dépassa la place et rebroussa chemin pour se garer dans la rue en face de la salle. Il y avait une autre auto devant la sienne. Ainsi, elle pouvait observer tout ce qu'il se passait sans être visible. Un homme accueillit la femme et les enfants. Il restait à l'entrée, à papoter, quand elle vit arriver Tristan. Louis le serra très fort, il l'embrassa. Il salua l'homme et il embrassa la femme. Elle maudissait cette punaise qui s'accaparait les siens. Elle n'en pouvait plus d'être inactive dans ce théâtre où elle n'avait aucun rôle. Elle poirota 2 heures en guettant les moindres allées et venues. Comment supportait-elle sa position de moins que rien dans une voiture, avec, pour seule option, baver de plaisir ou de dépit? Elle se croyait plus digne que ça. Elle ne méritait pas d'être traitée ainsi. Elle se sentait malmenée à outrance. Elle était poussée à se comporter de la sorte parce qu'un homme l'avait mal jugée. Elle se montait la tête et finit par pleurer. Enfin, à 18 heures, la masse des spectateurs ressortit. Elle repéra Louis et Tristan, talonnés par cette femme. Ils discutèrent un peu et s'embrassèrent encore. Louis s'en alla avec elle et les autres enfants, tandis que Tristan repartait de son côté. Il fallait prendre une décision rapide. Qui suivre? Tristan pour avoir une bonne conversation? Ou Louis pour comprendre ce qu'il fabriquait avec cette famille? Et si Tristan ne rentrait pas chez lui, mais allait faire simplement une course pour revenir auprès de son fils ensuite? C'était probable. Elle se dépêcha de tourner pour suivre le break. Elle verrait bien si Tristan revenait ou pas. Elle pourrait toujours aller chez lui beaucoup plus tard ou le lendemain matin pour le prendre au saut du lit. Les heures passaient et il ne revint pas. Il était tout de même presque 21 heures. Elle semblait arriver au bout de ses capacités. Sa résistance flanchait. Elle tremblait, elle délirait. Elle entendait un message qui revenait de façon lancinante. Tristan,
aller chez Tristan, parler à Tristan. Elle grelottait sans pouvoir se contrôler. Un nœud énorme se formait dans son ventre. Et si Tristan la rejetait? Enfin, elle entrevoyait la possibilité d'un échec de sa stratégie. Elle redoutait la déflagration que ça produirait dans son esprit. Elle n'était pas prête, pas ce soir. Elle ne voulait pas gérer la sentence maintenant, non, pas maintenant. Il pouvait la bannir à jamais et elle ne pourrait pas l'accepter ce soir, pas ce soir. Après s'être calmée et avoir pris plusieurs respirations longues, une idée éclaira toute sa personne. Une idée qui obligerait Tristan à lui parler. Une excellente idée. Une surprise. Des heureuses retrouvailles. Elle descendit de voiture et entra dans la cour. Elle chercha la porte d'entrée. Tous les volets étaient fermés et on voyait à peine les raies de lumière percer à travers. Elle sonna. La femme lui ouvrit la porte. « Bonsoir, la clinique est fermée. Je suis désolée, c'est urgent. Vous avez appelé la clinique de garde ? Mais je ne viens pas pour des soins animaliers, je viens chercher Louis. Comment ça, chercher Louis ? Mais il doit rester ici pour le week-end, je ne comprends pas. Mais il me reconnaîtra. Je suis ici pour le ramener chez lui. Il est arrivé quelque chose à son père ? Il ne m'a pas prévenu, Mais non, il est juste occupé. Remettez-moi le petit et on se sauve. J'ai fait de la route, je suis fatiguée, j'aimerais bien aller me reposer. Écoutez, c'est un peu délicat. Je ne vous connais pas. Tristan m'a confié son fils. Je ne tiens pas à l'abandonner à une inconnue, surtout à cette heure-ci. Je ne suis pas une inconnue. Je suis outrée que vous refusiez de me remettre le petit. Je les connais, je vous dis. Nous avons vécu longtemps ensemble. Je reviens, voilà, c'est une surprise pour Louis, dit Sibylle, énervée en haussant le ton. Bon, écoutez, puisque vous insistez, permettez-moi d'appeler Tristan, et s'il me dit... C'est alors que Sibylle attrapa abruptement le téléphone que Cécile venait de sortir de sa poche. Elle le leva aussi haut qu'elle put et elle appela Louis. Cécile, ahurie par cette violence, commença à lancer des injures à son agresseuse. En entendant le vacarme et les vociférations, les chiens se ruèrent dans le couloir suivis des 4 enfants. Louis, tétanisé par la scène, resta bouche bée. C'était bel et bien Sibylle qui se débattait pour éviter que Cécile lui prenne son téléphone. « Louis, mon chéri, c'est moi, je vais te ramener chez ton papa, va t'habiller, sors, vite !» Mais Louis ne bougeait pas. Il recula, apeuré, et il se mit à hurler. Sibylle lança le téléphone aussi loin qu'elle le put et il se fracassa sur le carrelage. Cécile n'eut plus aucun doute sur la démarche de cette intruse et elle y alla franchement. Elle se rua sur la frêle Sibylle qui perdit l'équilibre et tomba au sol. Elle la maintenait à présent par les épaules et son genou appuyait sur son ventre pour renforcer la charge. Les chiens aboyaient en s'approchant, les crocs visibles, prêts à mordre. Mais Cécile leur ordonna de rester couchés. Les enfants criaient, effrayés par la bagarre entre Cécile et cette harpie sortie des ténèbres. Sibylle ne bougeait plus. Elle avait très mal à l'épaule sur laquelle elle était tombée de tout son poids. Cécile, puissante, robuste et souple, n'avait pas trop de mal à garder la pression sur la scélérate. « Les enfants, mettez un manteau et filez chez le papa de Louis. Vous connaissez le chemin, dépêchez-vous. Dites-lui de venir et d'appeler les gendarmes surtout.
Faites le plus vite possible, n'ayez plus peur, hein, je la maîtrise. Moi je ne risque rien. Allez, vite, pressez-vous. Les invectiva Cécile. Les enfants se précipitèrent pour cavaler avec les chiens jusqu'à chez Tristan. Quand elle se retrouva seule, Cécile interrogea l'intruse. « Mais vous êtes qui exactement, vous? Vous connaissez Louis, mais il n'a pas l'air de vous apprécier, hein? Oh, vous avez vu la peur que vous lui avez faite ?» se moqua Cécile, essoufflée. « Mais vous ne savez pas de quoi vous parlez, taisez-vous !» répondit Cécile d'une voix fluette. « Mais on verra qui va donner des ordres à l'autre tout à l'heure. Mais vous êtes complètement folle, qui que vous soyez !» lâcha Cécile en colère. Sibylle resta muette. Elle avait perdu, tout s'effondrait. Son père serait furieux et, cette fois, les gendarmes s'en mêleraient. Elle versa des larmes chaudes en silence. La douleur dans le haut de son bras la lançait. Elle ferma les yeux pour attendre la suite des événements. Elle se laisserait faire. Elle n'était plus rien, rien qu'une masse de chair. Son cerveau ne lui envoyait aucun signal, aucune recommandation, sinon de se laisser aller. Cécile la maintenait toujours fermement, en appuyant sur son épaule douloureuse. Elle transpirait et elle espérait bien que quelqu'un allait la délivrer de cette situation scabreuse. Ah bah Tristan avait de drôles de fréquentations. Elle y voyait une bonne raison à son exil dans la Mayenne. Ah, il n'avait jamais voulu parler de son passé, hormis quand ça concernait son travail. Eh bien, elle oserait exiger quelques explications, puisque son passé était entré dans son couloir. Mais sa hargne diminuait. Le pauvre homme, il n'y était pour rien. Elle devait se montrer prévenante quand même. Il allait être sous le choc. Les enfants frappèrent violemment à la porte de Tristan. Il était dans le garage lorsqu'il entendit ce fracas soudain. Il sortit précipitamment, quelque peu surpris, et quand il vit les 4 enfants en pleurs, son cœur brûla de l'intérieur. « Où est Cécile? Qu'est-ce qui se passe ?»« Mais il y a une dame a attaqué maman chez nous !» cria Angèle. « Il faut y aller et appeler les gendarmes. Maman la tient par terre. »« Mais c'est Sibylle !» fit Louis d'une toute petite voix, le visage rougi et les yeux baignés de larmes. « Quoi? Encore elle? Mais cette fois tu en es certain, Louis? »« Oui !» répondit Louis en hurlant. Tristan s'aperçut qu'il perdait beaucoup de temps. Peu importe qui était cette femme qui s'était introduite chez Cécile, peu importe. « J'appelle les gendarmes. Allez, je vais chez Cécile. Vous restez là, hein. Angèle, Violaine, fermez les portes, les fenêtres, les volets, et n'ouvrez à personne. Mettez la télé et pas de bêtises. On vous appelle bientôt. » Les enfants obéirent à Tristan sans broncher. Ils avaient subi une terrible agression en assistant à l'altercation musclée entre Sibylle et Cécile, et ils étaient bien contents d'être à l'abri. Angèle connaissait bien sa mère et rassurait tout le monde sur le fait qu'elle avait fait du judo. Tristan avait prévenu la gendarmerie et on lui avait certifié qu'une escouade partait sur le champ. Il ne mit pas longtemps pour arriver chez son ami. Il arrivait d'ailleurs en même temps que les gendarmes, qui n'eurent aucun mal à relever Sibylle, à moitié anéantie par la douleur dans son épaule et dans son bras. Cécile raconta ce qu'il s'était passé en n'omettant aucun détail. Tristan, lui, était tenu de suivre la maréchaussée jusqu'à la gendarmerie pour être interrogé. « Sois tranquille, Tristan, je veille sur eux. Je vais aller chercher les enfants et les coucher ici, puisque les lits sont faits et qu'ils ont déjà préparé leur pyjama. Je crois qu'on ne risque plus rien, » lui dit Cécile quand il fut dans son véhicule. « Téléphone avant pour les prévenir parce qu'ils se sont barricadés. »« Mais oui, ne t'inquiète pas, on se voit plus tard. »« Je viendrai demain. » Tristan démarra,
tandis qu'il entendait déjà la sirène du véhicule de gendarmerie au loin. Ils avaient embarqué la détestable créature qu'était devenue la cristalline Sibylle. En arrivant au poste, on le dirigea vers un bureau où le commandant l'attendait déjà. « Bonjour, monsieur Neveu. On a dû conduire cette femme, Sibylle, c'était à l'hôpital. Elle a un problème à l'épaule. On l'interrogera plus tard. Donc vous la connaissez, cette femme ?» « Oui, j'ai déjà eu quelques soucis avec elle. Elle a déjà voulu enlever mon fils. »« C'était quand ? Vous avez les constats ? » ?»« Mais je ne l'ai pas dénoncé. »« Mais vous êtes inconscient, monsieur Neveu. » »« Écoutez, j'ai voulu épargner son père, un pauvre bougre qui fait ce qu'il peut. »« C'est-à-dire ? » ?»« Sibylle a déjà eu des accès de violence dans le passé. Elle n'est pas très stable apparemment et... »« Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire. Vous n'avez pas envisagé qu'elle recommencerait ? Vous savez, quelqu'un qui n'est pas stable ne va pas s'arrêter tout seul, hein. Et son pauvre bougre de père, comme vous dites, aurait quand même sans doute bien été soulagé qu'elle soit prise en charge. Elle reçoit des soins, cette femme ? Mais je ne sais pas. J'ai rompu avec elle quand je me suis aperçue de ce qu'elle voulait faire. C'était quand ? C'était en juin dernier, je crois. Oui, c'est ça. Et je ne l'ai plus revue, mais... Eh bien, il lui est arrivé de se promener devant chez mes parents. J'ai prévenu son père, alors, afin qu'il intervienne auprès d'elle, et je l'ai même menacé de me rapprocher de la police s'il ne faisait rien. Et qu'a-t-il fait, alors ? Bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, mes parents ne l'ont plus jamais revu tourner autour de chez eux. Et où habitent vos parents ? Mais ils vivent en région parisienne. Et où vit cette femme ? En région parisienne également. Moi, j'ai déménagé pour... je comprends. On déplace le problème, hein. Quand rôdait-elle autour de chez vos parents ? Mais je ne sais plus. Entre le moment où j'ai quitté le secteur et au mois de juillet, et entre le mois de juillet et la Toussaint. Et depuis, vous n'avez plus jamais entendu parler d'elle ? Non. Alors comment a-t-elle su que vous viviez ici ? Je n'en sais rien. Elle a forcément trouvé un moyen. Son père ne sait pas non plus où je réside, hein. Il n'a aucun contact avec mes parents. Elle est arrivée ce soir chez Madame Barteuil sans qu'on sache comment elle a procédé. Ben, peut-être que... Oui, il y a quand même eu quelque chose. Oui, il y a quelques jours, mon fils a cru la voir devant son école. Quand exactement ? Il y a plus d'une semaine, presque 2. Un lundi, il m'a annoncé qu'il l'avait vu Sibylle le vendredi. Le lundi, le mardi également, oui. Et vous ne vous êtes pas inquiété ? Ben si, j'ai conduit mon enfant chez le psychologue. J'ai rencontré son enseignante et tous les deux m'ont dit qu'il allait bien, qu'il n'était pas perturbé et alors ensuite, il ne l'a plus jamais revu. Donc Vous n'avez pas cru à cette vision. Pourtant, ça devait être elle, oui. Et vous faites quoi maintenant ? Vous attendez la suite ? Vous appelez peut-être son père, hein, pour qu'il s'en occupe ? Bon, écoutez, je suis désolée. J'aurais vraiment dû prendre cette affaire un peu plus au sérieux, oui. Mais vous avez carrément protégé cette femme dangereuse. Vous l'avez épargnée, vous voyez le résultat ? Mais je ne lui voulais pas de mal. Ah elle, par contre, elle, oui, elle vous en voulait, hein. Elle vous voulait du mal, et ainsi qu'à votre fils. Mais je pense qu'elle est très malade. Aujourd'hui, vous voulez continuer à la protéger ? Non, je vais porter plainte. Ah, voilà une bonne décision. Elle sera jugée, et si elle est considérée atteinte psychiquement, elle aura un suivi en plus de sa condamnation. Comme ça, vous allez protéger les autres, monsieur Neveu, en particulier votre fils, vos parents, vos amis. Et son père ? Je vous demande expressément de lâcher cette affaire.
Ne contactez pas son père, nous allons nous en charger. Vous allez déposer votre plainte et vous attendez le jugement. Voilà. Vous êtes une victime, monsieur Neveu, pas un simple témoin. Je peux partir? Vous pouvez rentrer. Occupez-vous de votre petit. Elle ne reviendra plus vous importuner. Vous avez eu beaucoup de chance, vous savez, que madame Barteuil se montre efficace et lucide pour parer à la catastrophe. Vous lui devez une fière chandelle. Bon, je n'en dirai pas plus. Au revoir, monsieur Neveu. Allez, revenez demain pour porter votre plainte. Tristan sortit de l'interrogatoire comme un élève de 15 ans sort du conseil de discipline. Il venait de prendre la mesure de ses actes. Il n'avait pas pris au sérieux la folie destructrice de Sibylle et il avait mis Louis en danger. Il prenait 10 ans d'un coup. Il avait l'impression de se réveiller d'un long sommeil, comme on en trouve dans les contes de fées. Comment avait-il pu minimiser le fait qu'une femme tente d'enlever son petit garçon? Comment? Il était infirmier, il connaissait les pathologies mentales. Non, c'est son affectif qui avait pris le dessus. Il devait grandir encore. En arrivant chez lui, il s'effondra sur son canapé. Il devrait informer ses parents et discuter avec Cécile, lui raconter son passé et surtout la remercier.